Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue pour la tant attendue vidéo de bilan des animés de l'hiver 2024. Je vous conseille d'ores et déjà de prendre place confortablement, de vous asseoir, de vous allonger, vous faites comme vous voulez, puisque ça risque d'être un gros bloc aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de séries dont j'ai envie de vous parler. Alors je m'attarderai pas trop, notamment sur les animés que j'ai fait en React, et encore moins sur ceux que j'ai drop, ainsi que ceux que j'ai pas continué, même si on a, allez, deux petits qui ne seront pas encore finis au moment de sortie de cette vidéo, puisque je les regarde soit en VF, soit parce qu'ils sont pas encore finis. Vous devez peut-être vous douter d'ailleurs desquels je vais vous parler, si vous aviez vu peut-être mes tweets sur le sujet, mais on a beaucoup de trucs à analyser. Alors je vais essayer de faire le plus concis possible, hein. J'aimerais pas m'attarder sur une série en particulier, mais ça va être dur, je vous cache pas, parce que ne pas rester fixé sur une des séries, ça va être dur, parce que tout était quasiment bien. Je le dis bien quasiment, au cas où ce serait subtil. Mais bon, c'est pas très grave. Commençons par le premier point, les animés que j'ai fait en React. Je vais pas trop m'attarder dessus, puisque bah, les React se suffisent à elles-mêmes pour comprendre mon avis, et le premier, c'est bien évidemment Solo Leveling et sa première saison. Je vous l'annonçais lors de la réaction de l'épisode final que bien sûr la saison 2 est en marche, la saison 2 va arriver, alors on parle bien de saison 2 et pas de partie 2, bon les réseaux sociaux en font leur petite théorie à ce sujet, puisque la série, vous saviez, avait été annoncée pour 25 épisodes, ou 24, je sais plus, peu importe, mais ils appellent ça saison 2, bon c'est pas très grave, mais je pense que de toute façon les réacts se suffisent à elles-mêmes, je vous en mets un petit bout comme ça, je pense que ça suffit. Tiens évidemment à remercier toutes les équipes des One Picture pour cette série. J'en perds mes mots, vous voyez, j'en perds mes mots tellement je suis ému. Cette série, elle a largement, mais largement rempli sa part de qualité. Je veux dire, le produit final est largement à la hauteur de ce qu'on attendait, en tout cas de mon point de vue. Bien sûr, hein, je sais très bien qu'il y en a qui vont me dire « c'est pas exactement les mêmes dessins que le webtoon, j'aurais aimé plus, machin, c'est pas possible de faire mieux que le webtoon ». Je veux dire, si c'est pour avoir cette qualité-là, tout le long, tel qu'on l'a eu là, même dans les épisodes où il y a que du blabla, on a eu une qualité irréprochable. Parce que je suis désolé, hein, c'est une qualité irréprochable pour le moment. Hein. Que vous le vouliez ou non, que vous soyez un fan d'anime, que vous y connaissiez ou non en production, que... Je veux dire, ça serait tellement malhonnête de votre part de dire que la qualité n'est pas présente sur cette série. Vous seriez des mythos. Que vous soyez des haters de Solo Leveling ou pas, je m'en branle. Vous pouvez être des haters, vous pouvez ne pas aimer la licence, on s'en bat les couilles. C'est pas ça le sujet. C'est... Admettez au moins que la qualité de la série est présente, et qu'en termes de scènes d'action, ça mange très fort, vraiment. Et puis bien sûr, la seconde, c'est Fortnite of the Apocalypse, qui n'est pas encore fini au moment où je vous parle, puisque les traductions en fait des deux derniers épisodes n'ont pas encore été faites, mais comme Solo Leveling, vous saviez que de toute façon, la série revient au mois d'octobre. Et là, j'émets quand même un petit doute sur le fait que, est-ce que je vais vous la couvrir ou pas ? Parce que vous savez que la série ne sort pas en simulcast, que les traductions par la team CMSN sortent à des dates très aléatoires, et que vous savez que moi j'aime bien être carré sur la sortie des épisodes, donc très honnêtement je ne sais pas comment je ferai, est-ce que je la ferai, est-ce que je la ferai pas. C'était bien, hein, voilà, très globalement c'était bien, à part peut-être les derniers épisodes qui ont bien sûr fait un peu de drama, mais ça c'est normal, on s'y attendait un peu en tant que fan du manga, mais il n'empêche que la saison, il me semble, se finit sur un bon climax quand même, et puisqu'on sait déjà que la saison 2 arrive, franchement on n'a pas grand chose à dire. Percy, le groupe de Percy, Anne, Donnie, Nassien, l'arrivée à Lyonesse, tout l'arc évidemment avec Lancelot qui se fait passer pour un renard Sin, et puis toute l'aventure jusqu'à arriver évidemment à Lyonesse, hein, c'est l'objectif principal, que ce cher Percy retrouve le grand-père, etc. Là je vous fais un bilan comme ça, puisque Solo Leveling, c'est vrai que j'en ai pas parlé juste avant, mais... Solo Leveling, ce serait malhonnête de ma part, et ce serait inconvenu de ma part de vous présenter Solo Leveling, parce que de toute façon j'en ai suffisamment dit en React. Mais voilà, pour Fortnite of the Apocalypse, pareil, je vous réfère vers les réactions si jamais ça vous intéresse un tant soit peu. Les séries que j'ai drop, je vais faire très rapide. Undead Unluck que j'ai drop, je vous avais mis en pause, j'avais mis en pause la série, je vous en avais parlé lors du bilan précédent, hein, des animés de l'été ou de l'automne 2023, et donc c'est définitif, voilà, j'ai tout simplement pas repris la série après l'avoir mis en pause, simplement parce que je n'ai pas la moindre envie de reprendre. Est-ce que ça se fera un jour? Je considère cette série comme drop définitivement. Maintenant, si ça me vient en tête un jour de reprendre cette série, je le ferai.
Et la seconde, il s'agit de The Faraway Paladin saison 2 qui était en fait déjà fini, me semble, mais que j'avais commencé en VF, mais j'ai absolument pas accroché au truc. J'ai rien compris à ce qui s'est passé dedans. Je sais pas pourquoi, peut-être que j'aurais dû revoir la saison 1, mais juste j'étais complètement perdu. Et genre à un moment donné, j'avais juste l'épisode en fond qui tournait, et moi qui étais sur mon tel, au lieu de regarder l'épisode, ça n'a strictement aucun intérêt que je continue la série si c'est pour déjà ne rien comprendre et déjà ne pas la regarder en fond. Hein, j'ai pas envie d'avoir un épisode en fond si ce n'est pour même pas le regarder ni y prêter la moindre intention. Donc c'est ciao et c'est pour une prochaine. Troisième point, les animés que j'ai pas continué. Il y en a un, je le mets au même niveau pour l'instant que le drop, même si c'est pas encore définitif. Il y a de grandes chances que dans les prochains jours, après la sortie de cette vidéo, je dise quand même que j'ai drop complètement la série. De toute façon, je pense que je l'ai déjà dit sur les réseaux, que j'avais arrêté mon visionnage à partir de l'épisode 3. Vous le savez, je vais pas m'étendre trop dessus, parce que de toute façon, j'ai déjà assez craché mon venin sur la saison 2 pour dire à quel point c'était une merde infâme. C'est Classroom of the Elite saison 3. Je préfère pas m'infliger cette horreur parce que très honnêtement j'ai vu passer des trucs sur cette saison 3. Alors je sais que la plupart des remontrances qui se font, ce sont les fans du light novel qui le font parce qu'ils sont jamais contents que ça adapte pas correctement, que machin, que ceci, que cela. Mais j'ai vu passer des trucs. Je pense que j'ai bien fait d'abandonner ça parce que ça n'a strictement plus aucun sens de continuer ça quoi. À la limite vraiment je préfère encore me tourner vers les romans, même si les romans ne m'intéressent absolument pas. Je préférerais encore à la limite me tourner vers les romans plutôt de continuer l'animé tellement c'est abominable à regarder, vraiment. Alors je sais, il y en a qui vont me dire, je vois Jean Titouan écrire déjà dans les commentaires à partir de cette phrase, oui mais t'as pas regardé donc comment tu peux juger? Je m'en fous, je préfère encore abandonner plutôt que de m'infliger ça, tu vois, vraiment. Je préfère passer à autre chose parce que je pense que j'ai suffisamment de trucs à voir plutôt que de m'intéresser à un Classroom of the Elites où je n'ai plus la moindre intérêt à continuer. Donc passons outre et on passe à la prochaine. Quatrième point, pareil, je n'en parlerai pas du tout, j'en parlerai lors du bilan des animés du printemps, puisque la série continue avec son cours 2, qui est bien, voilà, qui s'annonce très bien, même d'ailleurs, c'est Tsukimichi saison 2. Voilà, la série va avoir 24 épisodes, la série continue et aura continué ce lundi, continuera lundi prochain et tous les lundis, jusqu'au 24e épisode, donc j'en ferai un bilan global lors du prochain bilan, dans 3 mois. Donc la série continue, je kiffe toujours autant, revoir Makoto, revoir l'Outre-Monde, revoir tout le monde, revoir évidemment Ishihara au storyboard et à la réalisation chez JC Stab, machin, mais encore une fois j'en ferai un bilan plus complet lorsque la série sera terminée. Et donc finissons, on entre dans le gros morceau, parce que je dis c'est la dernière partie, mais voilà, c'est les animés que j'ai regardés, que j'ai gardé pour moi et que j'ai fini. Mais c'est bel et bien la dernière part, mais c'est la part la plus lourde. Donc encore une fois, si vous n'êtes pas assis correctement, que vous n'avez pas pris de boisson et tout, prenez bien le temps qu'il vous faut, mettez pause sur la vidéo, allez vous chercher ce qu'il faut, et ensuite profitez bien, parce que là, on a des bails à parler. je vais essayer, je promets rien, je vais essayer de pas m'attarder sur trop de séries. Parce que franchement, il y a trop de masterclass pour que... C'est tellement dur de faire juste un bilan en une vidéo. J'aimerais tellement faire une vidéo pour chaque série. Tellement ils étaient bien ces séries. Alors peut-être à part une à la limite. Mais commençons du coup par les séries dont... alors la série, du coup, qui est pas encore finie pour moi, puisque ouais, j'aurais dû peut-être la mettre en première, même si j'en ai mis une autre en première, je l'ai fait dans le désordre, hein, je la fais pas par date de sortie. Mais c'est vrai que la série continue, puisque tout comme Fortnite of the Apocalypse, alors c'est pas une question de traduction là pour le coup, c'est parce que je la regarde en VF. Et j'en parlerai dans une future vidéo qui sort ce mois-ci, de mes VF du moment, puisque oui, cette série je la regarde en VF du coup, il s'agit des Carnets de l'apothicaire. Comment parler des Carnets de l'apothicaire sans parler de Mao Mao, sans parler de Jinchi, sans parler de la cour intérieure, sans parler de l'empereur, sans parler des prétendantes, sans parler de toute l'histoire, sans parler des poisons, sans parler de la canne, sans parler... Bref, voilà. Je pense que j'en ai suffisamment dit à quel point les Carnets de l'apothicaire est très cool, et surtout parce que oui, la saison 2 est prévue pour le mois... Alors, juste pour 2025, il me semble. Ou janvier 2025 peut-être. Je sais plus si ça a été annoncé pour janvier 2025 ou juste 2025. Il me semble qu'il n'y a pas de date encore bien précise pour cette saison 2, mais elle est bien prévue pour 2025. Donc il me reste 2 épisodes.
Du coup, ce week-end sort le 23 et la semaine prochaine sortira le 24, puisque je regarde tout en VF avec bien sûr la voix de l'incroyable Mao Mao en VF. Je vous référerai vers la vidéo en question quand elle sortira, mais 1000 héros bien sûr en VF, c'est une gigantesque masterclass. Mais qu'est-ce que j'aurais de plus à vous parler des Carnets de l'apothicaire, si ce n'est que c'est une très bonne série. C'était pas toujours parfait, mais quand même c'était très bien. L'animation était très bien, la mise en scène était très bien, l'histoire était très bien aussi. Franchement, c'était une sacrée surprise. Et c'est pas souvent qu'on a des séries comme ça qui se passent pas au Japon, qui se passent en Chine. Hein, d'ailleurs, au cas où ce serait nécessaire de vous le rappeler, hein, cette série ne se passe absolument pas au Japon. Donc c'est plutôt original, ça change. Et franchement, encore une fois, hein, voilà, hein, Mao Mao est très intéressante à suivre. L'histoire en général est très intéressante à suivre, que ce soit par de la tension, par des moments un peu plus légers, et tout autre truc qui font l'identité de cette série. Voilà, je m'attarderai pas trop dessus non plus, puisqu'elle n'est pas encore finie, j'ai pas vu le final. Mais le final s'annonce retentissant. Je pense que le clin d'œil sera de mise pour ceux qui auront vu la série en VO et qui l'auront déjà fini depuis quelques semaines, et qui verront cette vidéo et qui vont me dire « Quoi, t'as pas encore fini la série, du coup tu connais pas le climax? Là là, t'inquiète pas, il va se passer des dingueries. » Je m'en doute un peu, mais je garde ça pour moi, donc s'il vous plaît, soyez respectueux et ne dites rien dans les commentaires, s'il vous plaît. Revenons au début de ma liste, commençons par la série française, la série qu'on attendait depuis des années. Vous saviez qu'elle avait été annoncée avec un Kickstarter, c'était au mois de juin 2020. Ça faisait longtemps, très longtemps qu'on attendait ce final, Wakfu saison 4. Oui, je le compte dans cette vidéo parce que je peux pas ne pas parler de Wakfu. Ça fait partie de mon enfance, de mon adolescence. J'ai commencé Wakfu il y a très longtemps. Et bien sûr, Ankama nous a octroyé un final dantesque, un final d'anthologie qui n'est pas parfait. Qui est très loin d'être parfait, puisque tout le monde est frustré bien sûr par la fin, par le manque d'infos concernant certains méchants et tout, sachant que c'est quoi? C'est la semaine prochaine ou dans 2 semaines sort un webtoon qui fait office de suite directe à cette saison 4. Donc saison 4 de Wakfu, Yugo, Tauros, la destruction du monde des 12, la déesse Héliatrope, Kill Bee qui fait une masterclass dans cette saison, bien sûr Locus, les méchasmes en général, parce que je parlais de Locus là, ça m'est venu comme ça, les Nécromes, bien sûr, qui sont les antagonistes de toute cette histoire, la transformation ultime de Yugo, la masterclass de... Alors, ça aurait pu être une masterclass de Tristepin, mais malheureusement il a été un peu en retrait sur cette saison. L'histoire d'Evangeline et de sa famille, le départ de Flopin, de Madagascar, bref. Je vous en fais un état très vite, comme ça, très abrupt, mais vous voyez très bien de quoi je veux parler pour ceux qui auront vu Wakfu saison 4. C'est une réussite à tous les niveaux, même si encore une fois c'est très frustrant, qu'il manque des infos, qu'il manque des ceci, qu'il manque des cela. Je pense que le webtoon y répondra bien dans les prochains mois. On va en profiter quand ça sortira. Ça sortira d'ailleurs en tome relié, je crois, au mois de juin, il me semble. Mais en webtoon, bel et bien, sur le Ankama Launcher, une connerie comme ça. Donc on verra bien les événements qui en auront découlé. Mais voilà, Tauros, c'est un méchant incroyable. Je suis désolé, voilà, j'en ai presque oublié Nora et Ephraim, bien sûr. Comment oublier Nora et Ephraim qui auront joué leur rôle plus qu'important dans cette saison, la torture de Yugo et voilà, sa transformation en adulte, le mariage pour finir, un mariage qu'on attendait depuis belle lurette entre lui et Amalia. Je vous ai peut-être spoilé des trucs, mais à un moment donné, si vous n'avez pas vu Wakfu, je suis désolé pour vous, vous loupez certainement l'une des meilleures séries françaises du 21e siècle. Je peux rien pour vous, hein, je m'excuserai pas, parce que franchement, ça serait ridicule d'avoir loupé une telle occasion de voir une telle masterclass dans Kama. Et surtout parce qu'on espère bien sûr une suite, hein, c'est tout ce qu'on espère, à part le webtoon, je parle bien d'une série d'animation. On espère qu'un jour, les équipes de Tots, bien sûr, le réalisateur de cette série, Anthony Roux, de son vrai nom, qui nous a octroyé plusieurs interviews par les chaînes françaises fans de Wakfu. Je vous invite à aller vous renseigner à ce sujet, si jamais vous souhaitez avoir la moindre info à ce sujet pour une suite ou sur une potentielle suite. N'hésitez pas à y jeter un œil par vous-même. Suite avec une bonne surprise, une très bonne surprise même, Ao no Exorcist saison 3, Shimane Illuminati Hen, l'arc d'Illuminati. Franchement, une excellente surprise, et il fera aussi partie de la vidéo des VF du moment, parce que j'en parlerai, ouais, effectivement, parce qu'après 7 longues années, la série a fait son retour, et tout comme les séries dont j'ai parlé précédemment, elle revient au mois d'octobre avec son arc suivant,
Pareil, on s'était. Alors, je sais pas si on s'est fait un peu douiller sur la marchandise ou quoi, mais ça avait été annoncé pour 3 cours, mais comme c'est pas tout à fait. Alors, c'est exact, sans être tout à fait exact, puisqu'en fait, ça ne s'appellera plus l'arc Illuminati, mais l'arc de la neige, ou je sais plus exactement comment ça va s'appeler, le prochain arc. De toute façon, je vous en aurais parlé lors de la vidéo quoi, c'est de l'anime Japan, j'en aurais parlé. J'en ai parlé, excusez-moi, j'en parle au futur, mais j'en ai parlé lors de l'anime Japan, puisqu'ils ont d'ores et déjà annoncé le prochain arc, donc on n'aura pas à attendre 7 ans pour avoir la suite, ça arrive dans 6 mois, dans 6 mois et demi, dont un peu moins de 6 mois, peu importe, on s'en fout. Donc bien sûr, hein, revoir Rin, revoir Yukio, revoir toute la bande, revoir toutes les équipes, d'avoir évidemment mis Izumo et Shima au centre de cette saison, de comprendre un peu les enjeux d'Illuminati et tout ce que ça emmène, tout le passé d'Izumo bien sûr qui a été donc totalement au centre, la trahison de Shima qui en fait est un espion à la fois pour la Croix-Vraie mais aussi pour Illuminati. Bref, ça a mis en valeur tout ça et bien sûr le final concernant Yukio qui a d'énormes doutes, qui a d'énormes jalousies aussi sur son frère, de tout ce qui en résulte sur la saison 2 puisqu'il pense avoir du sang de démon tout comme son frère, donc il a peut-être aussi des pouvoirs démoniaques comme Rin, mais il jalouse Rin parce qu'il a peur d'utiliser ses pouvoirs et tuer des humains. Bref, je vous en fais un bilan très global, mais cet arc d'Illuminati a mis en valeur tout un tas de choses horribles aussi, hein, sur les nombreuses expérimentations qu'a subi la famille d'Izumo, sa mère, hein, qui ne ressemble plus à rien, qui était littéralement une mort-vivant. Excusez-moi, je rajoute le. C'était horrible à voir, c'était horrible à supporter, mais globalement, le studio Vol ne s'en est bien sorti. C'était pas parfait, c'était pas excellent en termes de scènes d'action, mais quand il a fallu avoir des épisodes centraux avec un peu plus de budget, ils ont fait le travail comme il fallait, puisque c'était pas l'arc avec quand même le plus d'action. La saison précédente sur Kyoto Saga était quand même plus... Alors peut-être parce que c'était One Picture et qu'il y avait une meilleure équipe, hein, mais je trouve que Vol a fait le travail qu'il fallait pour un arc qui n'est finalement qu'un arc de transition. Peut-être qu'il y aura plus de trucs après, ça ne parlera peut-être qu'aux fans du manga, mais je trouve que franchement ils ont fait largement le taf et ils ont fait largement ce qu'il fallait pour un arc comme celui-ci. Shangri-La Frontier, ça y est, les 24 premiers épisodes sont terminés, une saison 2 a été annoncée pour le mois d'octobre 2024, tout comme ce que je vais vous parler probablement plus tard dans la vidéo, il y en a une tonne, mais une tonne, de toute façon j'en ai parlé aussi dans la vidéo de l'anime Japan, on est saucé pour le mois d'octobre, on n'en peut plus. Shangri-La Frontier, alors après deux cours et 24 épisodes, qu'est-ce que ça donne? Eh ben c'était très cool, franchement, hein, le premier acte du coup, hein, celui de Sonraku qui rentre dans ce jeu, hein, évidemment, Shangri-La Frontier, donc on est dans un monde virtuel et c'est bien nécessaire de le rappeler quand même puisque Jean Titouan 14 ans ne sait toujours pas faire la différence entre un monde virtuel et un autre monde parce que toujours ça qualifie de Shangri-La Frontier d'isekai alors que ce n'est absolument pas le cas, mais c'est pas grave, je m'étalerai pas sur le sujet parce que sinon je perdrai trop de temps. Donc Shangri-La Frontier, bien sûr, un Sonraku alias je sais plus comment il s'appelle dans la vraie vie mais de toute façon on s'en branle un peu. Du coup il se rend dans ce jeu, il découvre l'univers, il nous fait découvrir l'univers, il trouve un monstre légendaire et bien sûr le but de ce Shangri-La Frontier c'est de tuer tous les monstres uniques et c'est ce qu'il fera d'ailleurs dans la seconde partie de la série. On découvre pas mal de personnages, comme je le disais, on découvre l'univers, donc il rejoindra Kazo et je sais plus qui l'autre personnage, la meuf là, cheveux violets là, j'ai déjà oublié, Pensilgon, voilà c'est ça, de souvenirs. Et ils vont donc défoncer Weatheremon, lui il trouve bien sûr la quête Vorpalin, la quête des lapins, et puis il devient cheaté, puis après il a sa marque secrète, puis après il finit par tuer donc Weatheremon, je le disais dans la seconde partie de la série, c'est une véritable masterclass. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas trop aimé d'ailleurs ces épisodes, parce que le combat contre Weatheremon il me semble a duré 4-5 épisodes d'affilée, il y en a qui n'ont pas trop aimé le concept de faire 4-5 épisodes de suite, mais c'était quand même pas trop mal, hein. Franchement la qualité s'en est bien sortie, C2C a fait un bon boulot, et puis on sait qu'il travaille donc d'ores et déjà sur cette saison 2. Et donc forcément on va suivre la suite du manga qui se vend aussi très bien, parce que le manga il me semble a un certain succès dans le Shonen Mag, donc franchement rien de plus à ajouter concernant la qualité de cette série, concernant l'histoire, concernant les persos. Il se met à flotter sa mère chez moi. Je sais pas, c'est parce que je parle de Shangri-La Frontier et que j'aurais pas dû, mais c'est pas grave, surtout que j'avais complètement oublié d'en parler et que j'en parle que maintenant, mais c'est pas grave. Franchement une très bonne découverte, je connaissais pas le manga.
C'est une bonne surprise et j'ai très hâte d'avoir la suite, de voir la suite des aventures de notre Sonraku qui s'est fixé de nouveaux objectifs. Pour la suite, va-t-il revoir Lycaon? Vont-ils à nouveau faire équipe hein, avec Pelsingon et Kazo pour affronter un nouveau monstre unique? Puisqu'on sait que les concepteurs de Chanfro ont pris très peur puisque c'était pas prévu hein, que Weatheremon se fasse défoncer. Mais très globalement, la qualité était présente. Scénaristiquement, ça vole pas très haut, mais ça reste quand même... C'est franchement agréable à suivre, c'était très franchement agréable à suivre, entre les moments sérieux et les moments comiques, plus de moments comiques que de sérieux, mais franchement c'était très agréable, et j'ai passé un très bon moment, chaque dimanche était très agréable, franchement j'ai rien de plus à ajouter, et bah rendez-vous pour la suite, en octobre. Suivant, Dungeon Meshi. Je sais qu'il y en a qui vont me dire, bah, pourquoi t'en parles, c'est comme Tsukimichi, ça continue et tout. Bah sans me tromper, je crois que la série prend une pause et reviendra qu'au mois de juillet. Donc je pense que je peux quand même faire un bilan du premier acte de cette série, du premier cours, puisqu'il me semble qu'il y a une pause du coup et que la série ne reviendra pas jeudi. Donc elle sera pas revenue hier, ou c'est le samedi, non c'est bien le jeudi, hein, Dungeon Meshi. J'espère ne pas me tromper et que la série aura pas fait de pause. Mais il me semble que le deuxième cours reviendra qu'au mois de juillet, c'est ce que j'ai vu passer. Si je me trompe, tant pis, hein, j'aurai fait un bilan du premier cours, on parlera du deuxième cours plus tard. Mais globalement, que dire sur cette série de Dungeon Meshi? Adaptation du manga de 14 volumes, on en a adapté 4, voire à peu près 5. Hein, il me semble que le début du 5e débute sur l'épisode 13, donc épisode qui fait transition sur les 12 gros premiers et sur le sauvetage de Faline, hein, puisque vous savez que Laios, Chichuk, Marsil, qui rencontrent évidemment Senshi dans le donjon, puisque ce sont des aventuriers qui se dirigent vers le donjon, un endroit très mystérieux, regorgeant de mystères, de monstres et évidemment de son créateur mystérieux, puisque tout le monde fonce dans le donjon pour pouvoir espérer vaincre le maître du donjon et comprendre comment ce donjon puisse exister, comment est-ce qu'il fonctionne, comment la biodiversité puisse vivre à l'intérieur de celui-ci, surtout qu'il s'enfonce très profondément. Donc notre groupe a perdu Faline, la sœur de Laios et la soigneuse du groupe, après avoir combattu un dragon, sauf que ils avaient pas mangé, donc les pauvres ils ont perdu contre le dragon et Faline s'est sacrifiée pour leur permettre de fuir, sauf que le groupe de Laios s'est scindé en deux et la plupart de leurs membres ont décidé de quitter le navire puisque c'était trop dangereux, et donc le reste du groupe repartira à l'aventure pour sauver Faline. Est-ce qu'ils vont réussir? Bien évidemment, mais c'est sans compter sur la seconde partie de la série qui s'avère être bien plus sombre que la première, puisque la première c'était plus exploration, découverte du donjon, découverte de la biodiversité, on confectionne des plats insolites qui n'ont aucun sens, puisque Senshi est là pour leur concocter tout un tas de plats faits avec des monstres du donjon et tout, on se régale, l'humour est hilarante, et une fois de plus cette série viendra s'insérer dans la vidéo des VF du moment, puisque clairement la VF est incroyable. Cette série sort sur Netflix et sortait, parce que du coup, hein, si la série a pris une pause et qu'elle revient qu'au mois de juillet, sortait au passé du coup, en même temps en VO et en VF. Et la VF, oh la vache, quelle VF incroyable. La VF avec... je retiens juste la voix de Marsil, l'elfe. Doublé par Marie Nomen Macher. Ouais, c'est vrai, j'aurais pu parler de Frieren avant, mais j'en parlerai Frieren, j'en parlerai à la fin. À la fin. Passons à la suite. Avec Hokkaido Gal, Dosanko Gal, je sais pas comment l'appeler. Une petite série romance slice of life. Un jeune homme, Tsukasa, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, se retrouve à déménager à Hokkaido et il fait la rencontre du coup d'une jeune fille, d'une Gale, hein, tout simplement, dont il tombe totalement amoureux. Cette dernière, pareil, tombe amoureuse de ce garçon tout à fait banal qui vient tout juste de déménager, arriver à Hokkaido. Vous savez qu'Hokkaido, c'est une région du coup extrêmement froide, où il fait quasiment froid toute l'année. J'ai bien dit quasiment, puisque j'y habite pas et je ne sais pas comment fonctionne le climat au Japon. Encore une fois, voilà. Je fais que me référer à ce que propose la série, où il fait froid quasiment toute l'année, hein, à part peut-être au printemps où il fait un peu plus chaud, mais il me semble qu'il fait assez froid toute l'année à Hokkaido. Il découvre ce nouvel univers, et bien sûr toutes ces filles. Alors en fait c'est pas vraiment un harem, faut pas déconner, mais c'est archi cliché. Voilà, c'est archi cliché, je pense que c'est la série que j'ai le moins aimée dans toutes celles dont je vous ai parlé pour le moment et celle dont je vous parlerai juste après. Je pense que c'est celle dont j'ai le moins aimé puisque c'est un bourré, un concentré de clichés
qu'on bouffe à toutes les sauces. Franchement, c'est pas mauvais, hein. Ça se mange tout seul, hein. C'est classique, c'est classique, c'est un truc qu'on a vu et revu je ne sais combien de fois. Le gars il tombe amoureux, mais en fait ils se disent pas je t'aime, puis après il y a des quiproquos, puis après il y a d'autres filles qui viennent se mélanger dans le tas, notamment l'autre meuf cheveux violets qui aime les jeux vidéo et qui veut jouer avec lui, puis lui en fait est très sympa, mais en fait il comprend pas que toutes les meufs sont amoureuses de lui, mais il est amoureux de la blonde, mais la blonde lui dit pas, donc ça tourne en rond, puis en fait elle est jalouse mais elle le montre pas, puis après il y a une autre meuf qui vient s'intégrer dans le groupe, mais comme c'est une senpai, bah elle peut pas être amoureuse d'un garçon plus jeune, donc voilà, c'est la caricature de la comédie romantique sous fond de trucs girly et un peu relou. Mais ça se laisse manger, voilà, ça se laisse manger, c'est simple, c'est rapide, vous pouvez la bouffer en une journée cette série, vous allez peut-être vous ennuyer, je sais pas, peut-être, mais en tout cas moi j'ai passé un bon petit moment devant, c'est une série oubliable, je pense que d'ici quelques jours je l'aurais déjà oublié, mais voilà, c'était juste pour passer le temps, ça se suffit à lui-même, c'était bien dans sa globalité, mais c'est pas une série que je graverais dans ma mémoire, au contraire, encore une fois je l'aurais oublié je pense d'ici les prochaines semaines, donc on peut enchaîner sur The Masterclass, The incroyable série. Ouh là là, alors celle-là, je vais avoir du mal à vous faire un bilan. Ça va être dur, je peux pas me le permettre. C'est Boku no Kokoro, Yabai Yatsu saison 2, The Danger in My Heart. C'est très dur, je m'excuse d'avance si je trouve pas les mots. Très honnêtement, ça va être très dur, puisque cette série, vous le savez, je vous en ai parlé lors du bilan des animés de 2023, très globalement. Enfin, voilà, de 2023 tout court, je l'ai classé dans mon top 3. Cette saison 2, je la mets au sommet de tout. Mais alors au sommet de tout, je sais même pas si je peux la classer. Je pense qu'elle est inclassable tellement cette saison 2 a fait mieux que la 1. De toute façon, c'était pas compliqué. Hein. Cette saison 2 finit en apothéose sur les déclarations amoureuses, évidemment, de Kyotaro et de Yamada, sur donc le chapitre 113 du manga. Et je réponds tout de suite à une interrogation qu'on va probablement me poser dans les commentaires. Et une saison 3 et une saison 3, et une saison 3. Je vous le réponds tout de suite à cette question. N'y pensez pas. Voilà, je sais, je vais en décevoir beaucoup et je suis le premier déçu, puisque cette série était merveilleuse, c'était une pure merveille. Je remercie infiniment, je fais que reprendre le message que j'ai dit sur les réseaux, je remercie de tout le plus profond de mon cœur toutes les équipes qui ont travaillé sur cette série, notamment l'équipe, bien sûr, de Hiroaki Akagi chez Shin-Ei Animation, qui est certainement l'une des meilleures équipes de comédie romantique que j'ai jamais vues. En toute honnêteté, je le cache pas, vraiment, parce que déjà, primo, il était clair que mettre Hiroaki Akagi sur cette série était le meilleur choix que Shin-Ei Animation et le comité pouvaient faire, du coup en l'occurrence pour le producteur de l'animation, l'animé sur cette série, je pense que c'était le meilleur choix, puisque vous savez que, peut-être pas, je vous l'apprends peut-être, que Hiroaki Akagi était le réalisateur de toutes les séries ainsi que du film Quand Takagi me taquine, hein, Karakai Jozu no Takagi-san, pour ceux qui se rappellent de cette série, qui était donc également chez Shin-Ei Animation, qui de mieux que lui pour avoir été mis sur cette série de The Danger in My Heart. Ses équipes ainsi que lui-même connaissent très bien le fonctionnement d'une comédie romantique. Comment pouvait-il en être autrement ? Cette série est une pure merveille de scénario, une pure merveille de réalisation, une pure merveille d'animation, une pure merveille de mise en scène et une pure merveille de seiyuu surtout. Et ça va faire très mal de savoir qu'il n'y aura pas de saison 3. Pourquoi ? Parce que du coup, je sais qu'il y en a qui me posaient la question là et « T'as pas fini ta phrase, t'as pas fini ta phrase, connard, finis là !» Pourquoi il n'y a pas de saison 3 ? Pourquoi il faut l'oublier ? Alors pas définitivement. Vous inquiétez pas, je garde ce mot entre parenthèses. Pourquoi faut-il l'oublier pour le moment ? Parce qu'il n'y a tout simplement pas assez de chapitres. Et oui, au moment de sortie de cette vidéo, il y aura probablement eu le 142e qui sera sorti. Mais je vous le disais à l'instant, le chapitre sur lequel s'est terminée cette saison 2 est le 113. Le manga a 141 chapitres au moment où je vous parle ou au moment où j'enregistre cette vidéo, ce qui ne laisse qu'une pauvre petite marge de 28 chapitres. Ce n'est tout simplement pas suffisant pour faire une saison 3. Je sais qu'ils peuvent l'annoncer, je sais qu'ils peuvent le faire et qu'ils peuvent d'ores et déjà préparer une suite et tout. J'en suis conscient, la série la plus récente qui a fait ce choix, c'est Made in Abyss qui a d'ores et déjà qui avait annoncé tout de suite après la fin de la saison 2 une production pour une suite. The Danger in My Heart, je pense pas qu'ils feraient cette erreur, de toute façon ils l'ont pas fait, hein. Ça fait déjà plusieurs jours que la série est sortie et pas la moindre annonce pour une saison 3 parce que y a pas assez de matériel source pour en faire une suite, voilà.
N'attendez pas de saison 3 avant au moins 2-3 ans facile. Si vous voulez, vous pouvez vous rabattre tout comme moi sur le manga. J'aurais dû avoir un tome sous la main. Je suis désolé, je l'ai rangé. Ils sont là. Ils sont sur ma gauche, là. Ils sont dans l'étagère. Je vais pas tendre le bras pour en choper un. Mais je lis le manga en France. Si vous voulez reprendre le manga, vous pourrez reprendre à la fin du tome 7 et donc début du tome 8 en l'occurrence, puisqu'il me semble que la série finit sur la fin du tome 7 et donc ce fameux chapitre 113 de la révélation. Je pense pas avoir suffisamment de mots pour vous exprimer à quel point je suis très heureux d'avoir connu cette série. J'en parle déjà au passé puisque il va falloir attendre longtemps du coup pour avoir une saison 3. Mais je vais me refixer sur le manga parce que je peux pas ne pas continuer cette œuvre. Elle est incroyable, autant dans ses messages, pareil que dans tout ce qu'elle a construit. L'anime a fait les choses bien, même très bien. Ils ont skippé des trucs, c'était inévitable de toute façon, mais ils les ont remodelés d'une manière à quel point je bafouille, d'une manière très intelligente, à ne garder que l'essentiel. Ce qu'il faut, ce qui est nécessaire. Et ils l'ont très bien réussi à tous les niveaux. Je ne l'oublierai jamais, au grand jamais. Et d'ailleurs, je le garde précieusement en tête, parce que vous savez, pour ceux qui auront peut-être suivi les infos sur les réseaux sociaux, ou peut-être pas, encore une fois, je vous apprends peut-être quelque chose, ADN aurait apparemment prévu plusieurs VF pour cette année et pour les années à venir. J'ose espérer que The Danger in My Heart fait partie de ses plans pour ces VF. Je vous le dis d'avance si ce Danger in My Heart a une VF, déjà parce que ça a été un succès colossal au Japon, si jamais vous le saviez pas, je vous apprends encore une chose, vous ne dormirez pas bête ce soir. Voilà, vous aurez appris plein de trucs ce soir en vous couchant. Vous pourrez dire ça à vos amis le lendemain matin au travail ou à l'école ou peu importe. Qu'est-ce que vous faites dans la vie. Vous pourrez communiquer ça à vos proches ou à vos amis. La série a été un véritable succès au Japon. C'était pour ça d'ailleurs qu'ils ont annoncé une saison 2 derrière, puisque le contrat a été déjà signé pour 2 saisons. Donc à la fin de la première saison, ou en tout cas au milieu de la production de la saison 1, ils travaillaient déjà sur la 2. Là pour le coup, ils peuvent pas travailler sur une 3, même si j'ose supposer quand même que cette saison 2 a encore une fois explosé tous les chiffres, puisque dans tous les sondages de popularité sur les réseaux sociaux, sur les gros comptes actus en tout cas, la série a été première durant toute. Oui, vous avez bien entendu. Première durant toute sa diffusion. Donc c'est pas anodin. Cette série a eu un succès fou. Et j'ose supposer bien sûr qu'au Japon, il a eu aussi un succès fou. Il me semble avoir vu passer des trucs sur comme quoi la série a eu un succès colossal au Japon. Donc évidemment qu'ils doivent déjà penser à une saison 3. Mais qu'ils ne peuvent pas le faire. Ça doit frustrer tout le monde, autant que nous au Japon. Parce qu'ils peuvent pas produire de saison 3 pour l'instant. Mais on attend ça avec impatience. Et ça va être très cool. Franchement, ça va être très cool le jour où ça reviendra. Je pense que je lâcherai une larme le jour où ils annoncent une saison 3. C'est parce que j'ai pas lâché de larmes pour le final, parce que je savais comment finirait cette saison 3. Cette saison 2, pardon. Je me projette déjà. C'est dire. Je savais déjà comment finirait cette saison 2, mais c'était surtout de quelle manière ils allaient la mettre en scène que j'attendais. C'est peut-être pas. Est-ce que je me suis cassé le délire en sachant comment finirait cette saison 2 ? Peut-être. Peut-être que j'aurais lâché une larme si j'avais pas su ce qui se passerait. De toute façon, c'était inévitable que ça finisse comme ça, les gars. On est tous d'accord sur ça. Voilà. Je me suis trop attardé sur Boku no Kokoro. Vous inquiétez pas, je m'attarderai pas trop sur la suite. Parce qu'on va parler d'un petit OAV, d'un petit épisode, Burn the Witch et son préquel. 0.8, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle, qui fait donc office de préquel aux 3 épisodes qui avait été diffusé et sorti chez nous en Blu-ray chez Crunchyroll. Alors pas de VF, il me semble qu'ils n'ont pas prévu, mais ça serait très bien qu'ils le fassent un jour. Mais voilà, petit préquel qui donc adapte le one-shot du même nom, 0,8, et donc il se passe juste avant, c'est donc le tout début, donc quand Noël rencontre Balgo, il me semble que c'est ça, quand il se fait maudire, quand on découvre le fonctionnement de l'univers du Londres inversé, qu'on découvre Nia et Noël à tout début, hein, quand elle commence à peine. De moult références. Moi, ce qui m'aura fait le plus rire, c'est pas forcément les scènes d'action et tout qui étaient toujours aussi bien. Le studio Colorido a fait un boulot monstrueux sur ce petit épisode que tout le monde attendait au tournant. Franchement, je pense que beaucoup de monde, il me semble que ça a même fait crash le serveur Crunchyroll quand c'est sorti, non ? Je crois avoir vu que j'avais eu du mal à le voir cet épisode. Hein. Alors j'ai la fibre chez moi, donc ça vient pas de ma connexion, encore une fois. Mais je crois que j'avais eu du mal à le voir, hein, parce qu'il avait clairement fait crash les serveurs Crunchyroll, c'était pas arrivé depuis un moment. Donc franchement, il était attendu au tournant, ce petit préquel de Burn the Witch et l'adaptation de ce one-shot. Parce que franchement, il a fait le café, puis qui n'a pas retenu au moins une chose ?
Alors peut-être à part les scènes d'action, bien sûr, qui étaient très cool avec le dragon noir. Mais surtout, la putain de sonnerie de téléphone de de Noël. 着メロドラゴンボールのあらすじ言う時の音じゃん。日本人ぶってんじゃん。 Je suis désolé. La sonnerie DBZ, ça m'a fait exploser de rire. La meuf, elle est tellement fan du Japon, puisque vous savez que l'histoire se passe au Royaume-Uni quand même, ça se passe à Londres, bien sûr. Je vous fais pas un dessin, vous savez où est Londres, bien sûr, vous connaissez votre géographie. La putain de sonnerie de téléphone où c'est l'intro de DBZ. Masterclass de chez Masterclass, hein. Je l'oublierai jamais. Je vous invite à aller y rejeter un oeil sur cet épisode de Burn the Witch si jamais ça vous a peut-être donné envie, peut-être. Voilà, n'hésitez pas, allez-y. Je suis là pour ça, pour vous redonner un peu le sourire et tout, si jamais vous aviez oublié que ça existait. Et le suivant, c'est Monster, le one-shot écrit par Eiichiro Oda, qui fait office, alors ça, pendant des années, il y a eu moult théories bien sûr à ce sujet, mais ça a été confirmé, qu'il s'agit bien d'un préquel à One Piece. Pourquoi ? Parce que le personnage principal de ce one-shot, de cet épisode Monster, est Ryuma. Ryuma est le plus grand samouraï que Wano Kuni n'ait jamais connu. Alors il est vrai qu'à l'époque, personne ne pouvait s'en douter puisque One Piece n'existait pas. Il me semble que ce one-shot a été écrit en 95 ou 96 et que One Piece est sorti en 97. C'est ça, 97. Donc forcément, il n'y avait aucun lien établi avec One Piece à l'époque, mais cette OAV, donc, alors c'était produit par ENH Production ou Animation, le studio de Sungo Park. Je cherchais le nom dans ma tête comme ça, de Sungo Park. Donc c'était sa toute première prod, il me semble, et ils ont fait largement le café. Et pourquoi est-ce qu'on a fait le lien avec One Piece? Puisque le Ryuma qu'on voit dans cette OAV, ce qui n'était pas présent dans le one shot d'époque, a bel et bien le Shusui, le fameux sabre légendaire que portait Ryuma dans One Piece, et qu'il a légué, et c'est très bien qu'ils aient fait le lien avec One Piece à la fin de cette OAV, puisque à la toute fin de cet épisode Monster, nous voyons le flash forward de Ryuma sur Thriller Bark, qui lègue le Shusui à Zoro, tout simplement, reliant donc les deux univers de ce one-shot et de One Piece, tout simplement. Et à part ça, l'histoire, tout le monde la connaît, hein, tout le monde a vu Monster, que ce soit en VO ou en VF, diffusé sur Crunchyroll, ADN, Netflix, tout le monde a vu, donc je vous ferai pas l'affront de vous présenter cette OAV de Monster, parce que de toute façon tous les fans de One Piece l'ont vu, et puis si j'ose me tromper sur quelque chose en parlant de l'histoire, on va me tirer dessus, donc je suis pas là pour ça moi, je vous invite à aller vous renseigner plus sur des vidéos qui parlent du sujet, parce que sinon je vais m'attirer les foudres des fans hardcore si j'oublie ne serait-ce qu'une info ou si je me trompe sur une info. J'ai pas envie de ça. Je pense que j'ai envie de rester vivant et de garder mon espace commentaire sain. Voilà, je me préserve de ça. Finissons avec les deux dernières. Bon, la dernière, vous savez, mais vous inquiétez pas, on y arrive. The Daily Life of the Immortal King, saison 4. Un peu déçu. Un peu déçu, à l'image d'Osanko Gal. C'est même peut-être pire que Dosanko Gal. C'était sympa, de toute façon c'est une série chinoise, voilà, c'est une production chinoise, c'est un roman chinois, et sa saison 4, ça fait beaucoup quand même, hein, 4 saisons, on va pas se le mytho, et puis Wan Ling me fait toujours autant rire, mais je sais pas, je trouve que j'ai perdu un peu d'intérêt pour cette saison 4, je sais pas, surtout que certains personnages, donc Sulong et certains autres persos dans la saison 3 ont appris que Wan Ling était donc surpuissant, hein, qui a donc le pouvoir d'un dieu, voire plus que ça, il est carrément l'être le plus puissant de l'univers. Et cette saison 4 s'est concentrée sur un personnage et sur un groupe de méchants qui sont complètement anecdotiques, qui puent tous la merde, et pour qu'au final tout finisse sur une espèce de blague un peu pourrie, où en fait t'as un espèce de vieux qui cherchait un disciple, qui cherchait en fait Wan Ling, mais Wan Ling a fait en sorte de se cacher pour pas être découvert, et il y avait cette histoire avec les espèces de petits esprits et tout, dont Wan Ling fait des échanges et tout, mais c'était un peu pourri le fonctionnement de l'histoire, et puis pareil, les méchants encore une fois très anecdotiques, très pourris, dont aucun ne fait le poids, et puis après la fin se finit en fait sur un mec où ils sont frères, ou je sais plus, ils étaient les disciples d'un même maître, et en fait le mec revient, utilise une technique qui le rend de nouveau jeune, mais en fait personne comprend que tout est réel. Wan Ling fait en sorte que ce soit une espèce d'illusion, ou d'un espèce de jeu vidéo, d'un monde virtuel. Le gars est surpuissant, on vous rappelle, donc il peut créer un monde entier rien que pour
Ah, c'est. Alors, en chinois, ça se dit haha, mais vous savez très bien, chien pot, c'est comme ça que c'est traduit, hein, le démon transformé en chien, là, le chien vert, pour ceux qui ont vu la série. Il lui crée un monde rien que pour lui, puis ça part en battle où tout explose et tout. C'est très bien en animation, c'est très cool. De toute façon, les Chinois, même s'ils sont un peu en retard sur l'animation japonaise, dès qu'ils font une série, c'est très cool. Et cette série de The Daily Life of Immortal King fait largement le café. Il y a des thèmes récurrents qui reviennent dans la série et qui sont très cool. Mais voilà, je trouve que j'ai perdu un peu d'intérêt. J'ai eu du mal à avoir cette série. J'avais commencé les 3 premiers épisodes, puis après j'ai laissé ça en suspens pendant plusieurs semaines. Puis après je me suis décidé à tout regarder d'une traite, histoire de pas perdre le fil, parce que sinon après j'aurais abandonné au milieu. Je vous le cache pas, j'aurais abandonné au milieu. Mais s'il y a des suites, s'il y a autant de saisons, parce qu'on est quand même à la saison 4, ça veut dire que ça marche. Ça veut dire que ça fonctionne, et puis Crunchyroll a acheté la série, parce qu'elle n'était pas licenciée pendant très longtemps, puis ils ont fini par acheter toutes les saisons, et ils ont diffusé cette série alors pas en hebdo, il me semble que les épisodes sortaient pas en hebdo, puis il y avait un retard, les épisodes sortaient traduits en anglais, puis sortaient pas tout de suite traduits en français, donc il fallait attendre, puis il y avait toujours évidemment les gens qui se plaignaient, les sous-titres français ils sont pas encore là, blablabli, blablabla. Ouais, je vous passe les détails parce que sinon on perdrait trop de temps sur ça, mais c'était plutôt une série cool à suivre, mais sans plus. Voilà, peut-être parce que les thèmes ne me parlent pas trop, ou peut-être parce que justement c'est pas japonais, donc c'est un peu différent en termes de vibe, mais c'était sympa sans plus. Finissons sur le gros morceau, parce que les 2 gros morceaux au final c'était Boku no Kokoro, que j'aurais peut-être dû garder pour en avant-dernier, mais je trouve que j'ai fait suffisamment d'arrêt dessus. De toute façon, je pourrais faire une vidéo entière pour traiter des thèmes de la série et tout. Et cette série en fait partie aussi, puisqu'on parle de Frieren pour terminer. Frieren, alors ça c'était un gros morceau. De toute façon, je vous renvoie vers la vidéo de LKR qui a fait une vidéo dessus il n'y a pas très longtemps sur sa chaîne YouTube. Vous la retrouverez en description parce que sinon je sais que personne n'ira la voir et personne n'ira chercher la chaîne YouTube. Vous aurez la vidéo en description qui parle de la production de Frieren, de tout ce qu'il y a eu autour, de tout le travail fourni par les équipes de Keiichiro Saito, de tout le travail fourni par Madhouse. Mais historiquement parlant, Frieren, au cas où il serait nécessaire de vous rappeler les thèmes, on est plutôt sur un thème de compréhension de soi, de compréhension de l'humanité. Frieren, c'est donc une elfe qui a vécu plus d'1 millénaire après avoir vaincu le roi démon avec ses amis et ses compagnons Himmel, Heiter, Aizen est revenu dans la ville, ils se sont séparés, 50 ans plus tard ils se retrouvent, Himmel a vieilli, c'est un vieux papy, mais ils passent une dernière aventure ensemble, Himmel meurt, Frieren a des remords, a des regrets de ne pas avoir plus connu Himmel que ça, et elle va partir à la recherche d'un grimoire qui va lui permettre probablement de revoir les morts, en prenant sur son chemin une nouvelle disciple, la disciple d'Heiter, la jeune Fern, qui deviendra donc la nouvelle disciple de Frieren. Elle lui apprendra la magie. Fern est surpuissante, elle rencontrera également Stark, qui est le disciple d'Aizen, également son ancien compagnon, le nain. Donc une passation également de génération, puisque Frieren n'a pas vieilli d'un iota, même si 80 ans ont passé depuis la mort, depuis les débuts de ses aventures. Et surtout après la mort d'Himmel aussi, puisque après plusieurs années on passe après, il me semble qu'une trentaine d'années passent encore après la mort d'Himmel, où elle retrouve Heiter et tout, mais une trentaine d'années passent après, et donc beaucoup de choses ont changé en 80 ans. Donc on retrouve certains méchants, on part également du coup à la recherche de ce grimoire, on finit par le trouver, puis vers l'objectif final, ND, le château du roi démon, on espère pouvoir y retrouver le paradis, El Famoso, pour peut-être effacer ses regrets, peut-être pouvoir adresser la parole une dernière fois à Himmel, peut-être que c'est ça qu'elle espère, pouvoir lui adresser, elle espère, elle rêve en tout cas de pouvoir lui adresser une dernière fois la parole, tout ça jonché au milieu de tout ça, du présent et du passé, puisque Frieren ainsi que ses nouveaux disciples traverse les villes que Frieren a traversées il y a 80 ans. Donc on fait un état des lieux du présent mais à la fois du passé, relatant toutes les aventures qu'elle a pu vivre avec Himmel, à la fois dans le passé mais aussi avec ses nouveaux compagnons dans le présent. J'oserais évidemment pas oublier l'académie magique et l'examen magique, bien sûr, dans le second cours, et tout ce qui s'est passé. De toute façon, comment oserais-je oublier les épisodes primordiaux de cette série, l'épisode 6, l'épisode 9, l'épisode 15, de la danse, bien sûr, j'oublierai pas cet épisode-là, et tous les épisodes, tous les épisodes de l'examen magique sont ne pas à oublier. On pourrait en parler un par un, tellement la production de cette série est phénoménale, et de tout le travail qui a été effectué dessus, surtout les épisodes finaux de Frieren contre son double, dans le donjon, bien sûr,
qui sont des épisodes totalement astronomiques en termes de prod. Hein, on a mis les meilleurs dessus et visiblement ça a réveillé la jalousie des fans de Japanimation qui ont passé leur temps. Vas-y, vous voyez dans cette vidéo, j'ai pas comparé une seule fois une série avec une autre. Je suis absolument pas là pour ça, et encore moins avec Frieren, qui a été comparé moult fois, surtout avec les Jujutsu Fag qui sont venus chialer sur les réseaux parce que LOL, une série qui comporte de l'action, est plus belle que Jujutsu. Donc je viens étaler mon petit commentaire de merde en mode ah, comment une série comme ça peut avoir une meilleure animation que Jujutsu, blablabla, c'est la honte, hein, mais votre série est plus la merde et tout. Faut arrêter d'avoir le seum, les mecs. Notre série, elle est bien, on la kiffe, on n'est pas venu vous péter les couilles, arrêtez de nous péter les couilles. Ouais, vous voulez avoir le seum, continuez à avoir le seum, c'est pas notre problème. Je veux dire, si vous vous abaissez à ce niveau, c'est pas grave. Mais moi, je m'abaisserai pas à ça. Voilà, j'ai pas parlé une seule fois d'une comparaison avec une série, je suis pas là pour ça, et je m'attellerai pas à ces petits jeux de niaiserie et d'enfants de 8 ans qui comparent parce qu'ils ont parce qu'ils ont le seum que la série soit mieux animée, tu vois. Et parce qu'il y a eu une meilleure production aussi. Clin d'œil pour Jujutsu, ça c'est gratuit ça. Mais Frieren c'est poétique, Frieren c'est triste, Frieren c'est beau. Il y a plein d'adjectifs qu'on pourrait lui donner en fait. Et évidemment pas de saison 2. Ça c'est terrible, bien sûr, mais on espère un jour qu'ils le feront, puisque il me semble qu'on est en plein milieu du tome 7, ou au début du tome 7. Si vous voulez reprendre votre aventure, le manga disponible chez Kiyun, chez nous en France. Je ne m'attarderai pas dessus pour l'instant, parce que j'ai trop de séries en cours. Là. Franchement, c'est juste pas possible. Entre les light novels et les mangas, là, je dois avoir une quinzaine de séries en cours. C'est juste pas possible, je peux pas m'atteler à en avoir une autre. Franchement, je peux pas. Très honnêtement, je peux pas. Puis j'ai tellement kiffé l'animé que je préfère encore attendre, même si c'est dans longtemps, parce que le voyage vers ND continue, bien sûr, c'est la phrase d'accroche pour terminer la série. On espère qu'ils produiront une saison 2, c'est impossible qu'ils produisent pas de saison 2, les gars, après un tel succès. On est même au-delà de Boku no Kokoro déjà parce que c'est pas les mêmes thèmes, donc ce serait ridicule de comparer les deux. Mais ça a eu un succès planétaire, Frieren. C'est le cas de le dire. Déjà parce que l'épisode 1 a eu le privilège d'être diffusé sur un créneau cinéma, ce qui n'était jamais arrivé pour une série télé, à part pour Violet Evergarden, mais ça encore une fois, c'est plus LKR qui vous en parlera dans sa vidéo. Frieren a eu un avantage de fou déjà par son staff, par son studio, par ses équipes, peut-être parce que aussi le manga avait un petit succès aussi à travers ça et qu'on en parlait déjà aussi en France un peu chez Kiyun puisque le manga sortait déjà chez nous. Et parce que il y a eu du bouche à oreille aussi, hein. Et parce que les Jujutsu Fag ont donné une envie aussi à d'autres de regarder la série. On vous remerciera jamais assez pour ça, c'est gratuit ça encore une fois. Mais voilà, je termine ici sur Frieren parce que je peux pas m'attarder trop sur certains épisodes en particulier. Encore une fois, hein, la vidéo d'LKR sera beaucoup mieux montée que la mienne, beaucoup plus complète sur le sujet. Donc je vous rabats sur celle-ci. Pour vraiment le dernier point, si vous voulez avoir plus d'infos sur la production Frieren, sur l'ensemble des épisodes, sur le fonctionnement de la prod, sur les épisodes les primordiaux, sur les thèmes de la série et tout, j'en ai fait un très bref, mais alors très très bref résumé, mais n'hésitez pas à aller voir une vidéo plus appropriée sur le sujet, ce sera beaucoup mieux que la mienne, qui est juste là pour faire un tout petit carré, avec une microscopique partie de l'histoire. Je pense que j'en ai suffisamment dit. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous serez régalés. On se retrouve très vite pour le bilan du mois. C'est la fin de vidéo, c'est normal, je me trompe. Des animés du printemps 2024. A plus tout le monde, ciao.